Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Très heureuse de vous retrouver comme chaque début de semaine, dimanche, avec vous jusqu'à 9h30, avec les rubriques aussi habituelles qui vous rendent visite chaque dimanche matin, à savoir donc la rubrique sport avec Riyad Belkhadim qui est parmi nous ce matin. Bonjour Riyad. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Très bien, en forme. Bon week-end sportif, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles. On va en dire beaucoup sur nos sportifs et surtout nos champions dans un tout petit moment. Nous aurons également Samira Hadjamar qui sera parmi nous dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle va nous faire découvrir une très belle région dans la région d'Assefoun, une belle découverte, en tout cas une nécropole ancienne dans la région, à savoir donc les allées couvertes d'Eitrouna. C'est en tout cas une belle découverte et surtout unique au monde. Elle va nous faire un gros plan sur cette région et surtout ces anciennes nécropoles. Et puis on aura le plaisir de retrouver aussi Flabnour dans sa rubrique Les Algériens du monde. Aujourd'hui, elle reviendra sur une belle actualité, des découvertes aussi et surtout, bien entendu, dans la région d'Italie, une belle découverte aussi avec nos Algériens d'Italie. Et puis, on aura le plaisir à voir aussi parler santé avec nos invités. La santé avec une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Elle viendra nous parler, docteur Samia Hamadi, nous parler donc de la campagne qui a été lancée déjà depuis mardi dernier pour éviter la contamination et surtout d'être mal en point quand on a une grippe saisonnière. Et puis, le grand rendez-vous donc de cette semaine, c'est le Salon international du livre d'Alger. Ça sera donc du 29 au 8 novembre. Nous aurons à cet effet le commissaire donc, du SILA, Mohamed Igerb, sera parmi nous pour nous donner les grandes lignes donc, de ce rendez-vous incontournable donc, des lecteurs qui seront donc au rendez-vous bien évidemment. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et puis bien entendu, restez jusqu'à la fin, jusqu'à 9h30. On commence avec une belle chanson, c'est le choix de notre script, notre ami Amira Qadi qui nous propose Amin Babylone, Gouloulha. On se retrouve juste après. مراكيش حاسة بيا تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي. مراكيش حاسة بيا تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي. قولوا لها راني نسهر الليل هاد الزين ما داير فيا. قولوا لهاش عليها غير بلا بيك انتي ما عندي دنيا. نقرب تبعدني عليك مسافات روحي ليا بالك نجرب انا ننسى اللي فات. كل ما نحاول لك نقرب تبعدني عليك مسافات روحي ليا بالك نجرب ننسى اللي فات. مانيش صابر على فراقها نعيط لها نسمع صوتها هي لو كان يحن قلبها وتولي ليا. قولوا لها راني نسهر الليل هاد الزين ما داير فيا. ما تقولوا لهاش عليها غير بلا بيها ياك ما عندي دنيا.
de retour sur notre plateau. On l'accueille toujours avec de la musique et de la belle musique, n'est-ce pas, Riyad? Ça va? Ça te va? C'est bien de commencer comme ça. Hein. Bah oui, ça nous met moi, en forme. je remarque qu'Amira aime bien Babylone. Hein. Ouais. Chaque semaine, c'est Babylone. Sans doute, sans doute. Amira, ah tiens, elle aime bien Babylone. Eh bien, c'est tout de suite le sport, avec juste après cela. Alors, que des bonnes nouvelles. Il nous a annoncé que de bonnes nouvelles. On va commencer avec Par la notre plus belle. championne, la plus belle, bien sûr. Magnifique, elle rentre dans l'histoire si jeune, Si jeune. si belle et également un talent énorme. Kellyanne Emmour, on va voir les images, qui a récidivé hier avec, allez, c'était à cela de remporter une seconde médaille d'or qu'elle avait décrochée jeudi. Là voilà, la médaille d'or de son agrès de prédilection, c'est-à-dire les barres asymétriques et cet hymne national qui a retenti à Jakarta lors des championnats du monde. Elle a battu les meilleurs, notamment la Russe, on va y revenir, qui est classée deuxième. Une note exceptionnelle pour Kellyanne Emmour aux barres asymétriques. Et puis hier, elle 15 rajoute 566, c'est ça? 556 ou 65. 66. C'est pas moi Bravo, spécialiste, hein. c'est Hakim C'est Keshroud. Hakim Keshroud. Lui, il met toujours de la résine dans les mains, il est toujours prêt à parler gymnastique. de gymnastique. Ouais. Et je vous l'ai dit, hier, encore une fois, deuxième médaille cette fois-ci. C'est pas un agrès de prédilection pour elle, c'est la poutre où elle a eu l'argent. Ça lui fait 2 médailles d'or. C'est la première fois dans l'histoire qu'une Algérienne, arabe et africaine signe 2 podiums lors des championnats du monde d'une discipline aussi compliquée. Elle va en parler hein, dans un livre qui sort bientôt. Vous parlez du Salon du Livre qui débute le 29, je crois. C'est ça, 28. Peut-être qu'on va 29, découvrir le livre de Kayla qui raconte ses péripéties, ses doutes, ses peurs, ses blessures et son succès. Et ses performances. C'est incroyable. Ses performances quand elle est revenue en sélection algérienne sous l'étendard algérien. Elle raconte tout ça. Elle a réalisé à la poutre 14,300 devant une chinoise. J'espère que je vais y arriver. Zhang Qingjuing, voilà, si je prononce bien. Et puis une japonaise, Aiko Sugawara, qui elle réalise 14,166. Elle s'est contentée donc du bronze, la japonaise. Une performance qui confirme l'étendue du talent, je vous le disais, de Kayla, qui devient une référence au niveau africain. Certaines fédérations se mordent les doigts. Certaines fédérations. On l'a vu sa maman, hein, elle est qui toute fière, porte toute fièrement heureuse, le drapeau national. Et ça, c'est le résultat d'efforts de l'athlète et le fruit également de l'investissement des autorités algériennes qui ont misé sur elle, un énorme potentiel. Et ils tablent désormais, ML, sur les JO de Los Angeles. C'est bientôt, hein, c'est dans un peu plus de 2 ans. Pour Kellyanne Emmour qui nous a fait vibrer ce week-end. Elle est très forte et en tout cas c'est bien mérité parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. C'est des heures d'entraînement, ça ne se voit pas comme ça. C'est très simple, à la poutre, c'est ce qui se fait le mieux au niveau mondial. Championne olympique, champion du monde, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Et on attend donc son livre et peut-être au prochain salon du livre, bien sûr. J'espère qu'on l'aura. Et voilà. Peut-être que vous l'aurez, Kayla, sur le plateau. On va voir ce qu'on peut faire une fois qu'elle sera de passage à Alger. Elle fera une petite visite. Elle est très sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Hein. Elle partage sa joie, elle communique sur les produits qu'elle utilise avec ses amis, etc. Et sa joie aussi, surtout. Moi, ce qui m'épate un peu, c'est qu'elle vit son âge. C'est ça. Et en même temps, elle est assidue parce qu'il faut être très dur avec soi-même, mentalement et physiquement, pour atteindre ce niveau. On a vu la légende, Comaneci, qui était dans la salle. Elle, c'est la recordwoman, hein, c'est 10. Une note de 10 à chaque agrès. Et là, c'est la souffrance physique, hein, parce que la concentration. C'est pour ça que quand on voit Kayla, comme ça dans les réseaux, souriante, vivant sa jeunesse, on se dit comment elle bascule d'un état
Ouais. Elle arrive de très bien à femme-enfant concilier. à celle d'athlète de performance. Ah oui. Ouais, c'est ouais. extraordinaire et bravo encore une fois. Parce qu'elle en veut, parce elle a failli être privée quand même de tout cela. Et finalement, elle a réussi à arriver à cette performance. Bravo à elle. Sa sœur arrive aussi. Hein. Oui, elle s'entraîne. Elle est sur ses et traces. voilà, la famille Nemours fabrique des championnes et on va la suivre. Elle aussi. Voilà. On va rester On avec leur souhaite bon on courage. va rester avec le sport féminin et les femmes qui nous ont vraiment comblés ce week-end avec les féminines de football, les protégées du coach Ben Stiti qui ont joué et gagné. C'était à Oran, au stade de Miloud Hadfi, victoire 2-1 face à de redoutables Camerounaises. On va voir les buts dans quelques instants. Alors moi j'avais vu leur vidéo juste avant le match. Elle disait au public de les encourager, etc. C'est vrai que Elle lançait un appel. elle lançait un appel et je me disais pourquoi on n'en parle pas autant que pour les hommes. Voilà, dommage. ça c'est le premier coup franc. Ouais. Je vous coupe Amel. Alors premier coup franc signé Raoutia Karchouni, coup franc à la 23e et puis à la 35e, deuxième coup franc transformé cette fois-ci. Le voilà, superbe à la Riyad Mahrez de Marine Daffer qui permet donc à l'Algérie de doubler la mise. 2-1, on espère que ce sera suffisant au match retour pour une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Elles sont heureuses et elles ont envie d'aller plus loin. Le niveau africain est assez redoutable. Voilà, la réduction du score des Camerounaises, c'était dans les arrêts de jeu. Et là, donc, il suffit, enfin quand je dis suffit, c'est simple de le dire, mais ce sera compliqué de faire match nul, d'essayer de garder cet avantage au score pour pouvoir se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est possible. Leur souhaite en tout cas. Il faut y croire. On va rester sur le continent africain, mesdames, messieurs, et on va parler des compétitions africaines des clubs. Ça a commencé vendredi avec le Serbé qui affrontait le légendaire Hafia Conakry de Guinée. Au match aller, le Serbé avait pris un point du nul, un but partout. Et le Serbé qui l'emporte 2-1 et se qualifie en phase de poule. Ça, c'est pour la Coupe de la CAF. L'autre représentant algérien en Coupe de la CAF, vous suivez, Amel? Oui, j'y En arrive. Coupe de la CAF, c'est l'USMA d'Alger, parce que j'avais vu réviser tout à l'heure. Je pense que. Voilà. J'essaye. Bon, vous allez y arriver, c'est pas très compliqué. Alors, les académiciens. Amadou Diallo Plateau de Côte d'Ivoire, c'est le nom de l'académie. C'est un club qui a été fondé en 99, qui avait gagné au match aller, un but partout. Et là, au match retour, ça a commencé avec un festival de buts. Recha d'abord, qui ouvre le score, on vient de le voir. Et puis quelques minutes plus tard, vous allez le voir, Benzaza, très belle frappe. Alors, contrôle de Tedeng, Benzaza qui pousse un petit peu le ballon, frappe tendue à terre. Il va la mettre dans le petit soupirail entre le gardien et le poteau. Ça fait 2-0. L'USMA fait le break et puis elle va complètement se rassurer en fin de match. Encore une fois, Recha, regardez cette belle passe de Boudelbala pour Recha. Ça fait 3-0. La joie de l'ancien sétifien. Ça fait 3-0. L'USMA qui a remporté la Coupe de la CAF il y a 2 ans et qui va maintenant aller le plus loin possible dans la compétition de la phase de poule. C'est-à-dire qu'on est assuré d'aller jusqu'au printemps, sortir des poules, pourquoi pas se hisser en demi-finale et aller en finale. Voilà, ça c'est pour la Coupe de la CAF. Et là, maintenant, on va parler de Ligue des champions d'Afrique. Bravo, Amel, la Ligue des champions. Alors, on avait vu la semaine dernière, c'était JSK. On va en revoir la JSK. Le Mouloudien joue ce soir au stade. On va voir les images du match d'hier soir, commenté par Mohamed Haouchine, que vous avez pu suivre sur notre antenne en soirée, sur cette enceinte, probablement un des plus beaux stades du continent africain, le stade du défunt Moudjahed Hussein Aït Ahmed, la GSK, qui recevait les Tunisiens de l'Union sportive monastérienne. Ça a bien commencé pour les usmistes en première mi-temps avec probablement l'homme du match, ce petit lutin, ce jeune et talentueux, Akhrib. Regardez, contrôle, frappe croisée, 1-0. Tout de suite, la JSK qui se met dans le sens du but et qui domine son adversaire. Le voilà, le jeune Akhrib euphorique. Bouguera compte beaucoup sur lui pour la Coupe arabe qui commencera le 1er décembre prochain. Superbe contrôle, pied droit, contrôle pied droit, frappe croisée pied gauche. Il a de la technique, ce petit garçon. L'ES Monastir qui est venu pour essayer de faire balancer la tendance. Elle a perdu lourdement 3-0. C'était à Sfax. Et là, elle égalise. Hadid n'y peut rien. Tête croisée. Ça fait un but partout.
Les Canaries vont douter. Mahious, l'ancien du Serbé, va rentrer, récupérer. Encore une fois pour Akhrib. Regardez, plein poteau. Il regrette d'avoir raté, il pensait avoir le but de la victoire dans les pieds. Et Akhrib, on va la revoir cette action. Regardez, Mahious qui chipe le ballon. Il voit Akhrib. Il n'a même pas le temps de contrôler. Il frappe plein poteau. C'était presque valeur de but. Mais il ne va pas abandonner. Il ne va pas abandonner, encore plein d'occasions. Et on va jouer les dernières secondes de ce match. On revoit cette action parce qu'elle est superbe. Voilà, le réalisateur l'a répété plusieurs fois, tellement l'occasion était énorme. Akhrib, beaucoup de regrets, va encore une fois jeter toutes ses forces dans la bataille. Il va avoir une occasion manqué, dégagement du gardien et la frappe elle est à côté. Et puis regardez Emel, finalement Akhrib il va y aller de son doublé. 1-2, il récupère, croisé, ça fait 2-1, le deuxième but et victoire de la JS Kabylie qui se qualifie en phase de poule. Ils sont bien jeunes, hein. Il y a la classe biberon, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le football. Il y a beaucoup de jeunes, il y a le jeune Bot qui est le neveu de l'ancien joueur de Mascara qui avait joué avec Belloumi à l'époque, qui lui aussi est rentré dans ce match. Il avait gagné et marqué un but lors de la dernière journée, c'était face à Khenchla. Et cette équipe de la GSK, avec l'Allemand Zimbauer, marche bien, carbure bien. Et ce soir, je l'ai dit, au stade à Lille-la-Pointe de Douala, le Mouloudia, ce sera, allez, pourquoi pas, pour la passe de 4, les 4 qualifiés, face au club camerounais de Colombe. Bravo. Ça va, voilà. Je tiens. Hein. Un but partout au Cameroun, et là, le Mouloudia d'Alger va tout faire pour... C'est à quelle heure? C'est à 20 h au stade donc de Douala, le stade du Mouloudia d'Alger. On va terminer rapidement, sans images, mais avec quelques résultats. Il y a eu une journée tronquée de quelques matchs, puisqu'il y a des représentants algériens en Coupe d'Afrique. Alors, hier, le Bayed s'est incliné, et là, ça commence à être compliqué pour le Mouloudia de Bayed à domicile face au Mouloudia d'Oran, 2-0 en déplacement. Et puis, Constantine, le Shabab, le CSC, a battu Akbou 2-1. Louisset et Ben Aknoun se sont quittés, c'est les deux promus, hein. Louisset de Ouergla et Ben Aknoun qui sont montés cette année, et ben se sont quittés. Bon résultat pour Ben Aknoun, hein, qui est parti prendre un point. Ça ferait plaisir à qui? À Yazid. Je ne sais pas. Ben Aknoun. Ah oui. Alors Yazid, il est un peu entre GSK et Ben Aknoun, entre les deux, son cœur balance. On le salue. Et puis aujourd'hui, il va y avoir Paradou, Espérance de Mostaganem avec le retour de Mbolhi dans la cage de Mostaganem. Vous ne saviez pas que Mbolhi était à Mostar? Si, je l'ai lu. C'est bien, c'est bien. Oui. Et puis on va poursuivre avec les matchs en retard. La JSK qui jouera Saoura mercredi. CRB qui joue l'ASO également mercredi. L'USMA et l'Entente, gros match à suivre, c'est un classique, Entente USMA d'Alger. Et puis jeudi 30 octobre, Khenchla, Mouloudia d'Alger, je pense qu'on a été complet. Voilà, on a été complet. Vous avez donné toutes les bonnes nouvelles surtout, qu'on attendait de bon matin et ça fait plaisir. Facile avec ça aujourd'hui. Oui, et tant mieux, on le souhaite encore de bons résultats, surtout bon, pour le football. Vous serez là pour en parler, j'espère en tout cas. Eh bien, on dit à la semaine prochaine, Riyad. Inch'Allah. Et ce soir, l'émission de Hakim? Hakim Keshrout, c'est vrai, à chaque fois, il me tape sur les doigts. 18 h, Canal Foot. Avec Sarah Derbel? Avec Sarah Derbel. Je pense que Sarah Derbel, elle est en off aujourd'hui, donc elle ne sera pas là, mais on la retrouvera la semaine prochaine. Très bien. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Riyad. C'est toujours un plaisir de te recevoir pour parler donc de sport et d'actualité sportive. On te laisse repartir avec ce reportage. Ça fait l'actualité. Je pense qu'il y avait Babylone encore, ça va. Non, il n'y a pas Babylone. Cette fois-ci, encore une fois, on revient sur Octobre Rose avec, bien sûr, ce bel événement qui a été organisé au niveau des Sablettes la semaine dernière, donc cette semaine plus précisément. C'était donc Pink Move. On se retrouve juste après. C'est un sujet signé Linda Teboul. Sous un soleil radieux et une ambiance conviviale, Pink Move a organisé un grand événement ce week-end sur la promenade des Sablettes à Alger. Des dizaines de participants vêtus de rose ont pris part à des activités sportives, des ateliers, des stands d'information pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. On a tout un programme riche et varié. Donc il y a une partie qui parlera de la sensibilisation et du dépistage précoce, à l'alimentation, à la nutrition. On est accompagné de psychologues, de nutritionnistes, de médecins, de gynécologues, de sages-femmes, etc., du corps médical et paramédical, avec nos partenaires qui nous ont suivis.
Et nous avons aussi des activités sportives, donc courses, tournois de basketball, cours de Zumba, donc toute une panoplie de challenges et tout. Et en parallèle, on a tout ce qui est loisirs. Plusieurs associations de lutte contre le cancer du sein étaient également présentes pour informer, écouter et accompagner les visiteurs. Médecins Jazair, c'est une association des étudiants en médecine d'Alger. On a l'habitude d'organiser des campagnes de sensibilisation, des formations pour nos membres. On a même une branche caritative PSE pour le sourire d'un enfant. On a l'habitude d'organiser des circoncisions, des PSE écoliers. On est présent aujourd'hui avec Messel Jazair au Pink Move pour faire la sensibilisation au cancer du sein. On est là pour inciter les femmes à se faire dépister premièrement à la maison grâce à l'autopalpation, mais surtout, au dépistage organisé après à 40 ans grâce à la mammographie tous les 2 ans et chez les femmes qui ont des antécédents de cancer à partir de 25 ans grâce à l'échographie. On a reçu des femmes qui, certaines avaient des antécédents au premier degré de cancer du sein et ils voulaient avoir plus d'informations. C'était des jeunes filles en particulier qui avaient la vingtaine, la trentaine, qui voulaient savoir si elles avaient en fait un grand risque de développer un cancer du sein. Face à un événement où on incite déjà à la pratique du sport, qui est une manière de prévention, pas que du cancer du sein, mais de tous les cancers en fait. Et parce que le sport joue un rôle essentiel dans la prévention, des séances d'entraînement et d'initiatives ont rythmé la journée. اليوم on a fait une belle course الله يبارك de 4 km donc il y avait presque 1000 participants جات اجواء رائعه donc رانا توجور مع لا جورني مازال ما خلصتش كاين de la musique كاين des ateliers للكبار الصغار كاين des ateliers de sensibilisation le sport c'est il réunit tout le monde les malades ou les en bonne santé qui ont plein d'événements sportifs, qui la Zumba, qui la course, qui le tournoi de basketball. Donc on va essayer de vraiment mettre l'ambiance, encourager les gens à faire du sport et passer du bon moment. Entre information, bien-être et solidarité, Pink Move a réussi à transformer les Sablettes en un grand espace de santé et d'espoir. Parce qu'en parler, bouger et se faire dépister, c'est déjà avancé dans la lutte contre le cancer du sein. Voilà, beaucoup d'actions durant ce mois d'octobre. En tout cas, on souhaite bonne santé, meilleure santé à toutes celles qui souffrent donc d'un cancer du sein et qui se soignent. En tout cas, pour celles qui sont dans la prévention, allez-y, continuez à vous faire dépister, c'est important. Bien, nous allons continuer à parler santé avec notre invité, mais cette fois-ci pour cette campagne qui a débuté le mardi dernier, le mardi 21, donc pour parler de campagne de lutte, de campagne de prévention contre la grippe saisonnière. Avec nous, Madame Samia Hamadi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. On est heureux toujours de vous recevoir. Merci. Vous êtes donc la directrice de la prévention et des luttes contre les maladies transmissibles au niveau du ministère de la Santé. Tout à fait. Et vous êtes là pour nous parler de cette campagne que vous avez donc initiée depuis mardi dernier. Oui. C'est cela. Merci pour l'invitation et c'est surtout pour sensibiliser la population pour se faire vacciner. Comme à l'accoutumée, le ministère de la Santé, la même période, on lance la campagne. Oui, on lance cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et donc rappeler aux personnes. Il y a des personnes qui ont l'habitude de se faire vacciner, donc ils attendent ça, ils sont là quand est-ce qu'on va se faire vacciner. Mais là, on est là pour rappeler, pour sensibiliser davantage les personnes qui sont chez qui la vaccination est fortement recommandée. Donc, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques. Et quand je dis maladies chroniques, ce sont les diabétiques. Je commence par les diabétiques. Je commence par les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, donc les hypertendus, atteintes de maladies chroniques rénales et le surpoids. Parce qu'on oublie le surpoids, qui est vraiment une population, on assiste maintenant à beaucoup de personnes qui sont en surpoids, c'est une maladie et donc chez qui la vaccination elle est fortement recommandée. C'est ça, et ils ont du mal à respirer surtout. Oui, c'est pour ça. Les personnes asthmatiques aussi. Oui, et toutes les personnes atteintes de maladies respiratoires, particulièrement les asthmatiques,
chroniques, hein, les respiratoires chroniques, et la femme enceinte. Voilà. Là, j'insiste sur ce point parce que actuellement, l'Organisation mondiale de la santé met la femme enceinte en première position parmi la population cible parce qu'elle se protège elle-même et elle protège son bébé parce qu'on sait très bien que l'enfant, même ils sont beaucoup atteints de maladies respiratoires, en fait, ils font beaucoup de bronchiolites. Mais là, par exemple, avant l'âge de 6 mois, il ne peut pas recevoir de vaccin. Donc, il est protégé par la maman. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de coquine familiale et le personnel de santé, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Alors, c'est une grippe saisonnière qui vient. On avait vécu cette période, donc Covid. C'est un virus, c'est incroyable. Ça nous met pratiquement dans un état vraiment accablé, en tout cas vulnérable. Et là, on essaye donc de ne pas arriver à ce stade-là. Donc, faire de la prévention avant de tomber malade. Comme vous me disiez tout à l'heure, il y a plusieurs formes donc, de grippe. Il y a plusieurs formes aussi d'infection. On ne sait pas si c'est réellement une grippe ou carrément un rhume ou autre chose. Oui, parce que ils se ressemblent. Hein, ce sont des syndromes grippaux. Donc, on éternue, on a des frissons. Nasal. Voilà, on a des courbatures. Et donc, on ne sait pas si c'est une grippe, si c'est un virus grippal ou si c'est autre chose. Parce qu'il y a d'autres virus respiratoires, je cite la Covid par exemple, ou d'autres RSV. Donc, d'autres virus respiratoires qui circulent durant la période hivernale. Et donc, on fait une confusion entre les différentes formes. Et on ne peut le savoir que si le prélèvement est fait. C'est la raison pour laquelle la prévention, elle a toute sa place. Et surtout, par rapport à la grippe, comme on sait très bien que la grippe, elle peut être bénigne, mais elle peut être grave. Et donc, on recommande de se faire vacciner précocement pour éviter justement d'attraper le virus de la grippe et pour éviter les complications, voire les décès. Alors, ça n'empêche pas que malgré la vaccination, on peut attraper la grippe. Seulement, elle sera plus douce, on va dire, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous connaissez très bien maintenant le sujet. Et donc, en fait, quand on parle de la vaccination, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de grippe. Et c'est ça que les personnes qui pensent, une fois que j'ai fait je serai immunisée, non. C'est surtout pour réduire les complications, réduire les hospitalisations, les déséquilibres de la maladie qui sont liés à la grippe et le décès, voire le décès même. Donc, c'est la raison pour laquelle on se dit vaut mieux se faire vacciner que de compliquer sa maladie. Tout à fait. En parlant donc de complications, de grippe et de mortalité à l'apparition du Covid, on s'est aperçu que finalement ça pouvait donc tuer. Donc il y a eu beaucoup de décès, mais finalement la grippe en elle-même est un virus qui tue chaque année énormément de personnes à travers le monde. Sauf qu'à travers la pandémie, on s'en est plus rendu compte. Tout à fait, parce que quand on se rend compte que le virus de la grippe peut tuer, parce qu'on on regarde les rapports anciens de l'Organisation mondiale de la santé, on voit le taux de mortalité dû à la grippe, mais on voit qu'il a fort diminué depuis l'introduction de la vaccination. Et même chez nous, quand on voit depuis que les personnes se font vacciner, donc on a moins de personnes qui sont hospitalisées par rapport à la grippe, mais il y a une chose qui est la suivante. Maintenant, vous savez que nous avons un consensus qui a été élaboré par 11 sociétés savantes algériennes qui sont alignées sur les recommandations de l'OMS. Et donc là, on dit effectivement les complications de la grippe. Nous, quand on regarde, on n'a pas eu beaucoup de complications de la grippe directe. C'est-à-dire que la personne, elle a fait une détresse respiratoire, elle a fait une grippe, une détresse respiratoire. Mais il y a autre chose, qu'on peut faire autres maladies qui sont liées à la grippe, mais qu'elles se présentent autrement. Par exemple, un infarctus du myocarde chez un cardiopathe et qui a fait une grippe. Mais quand il se présente au niveau de la structure, on va lier ça. On va dire qu'il est décédé d'infarctus, ou il a fait un infarctus, donc on oublie la grippe. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment être vigilant et se faire vacciner par rapport au virus de la grippe. Et chaque année, il y a des formes de résistance, donc le virus a des formes diverses, et donc à chaque fois, il faut encore une fois inoculer un nouveau virus, un nouveau vaccin. Oui. En fait, c'est le vaccin, le virus,
il mute. Tout Donc à il y a fait. des mutations et il se trouve que parfois que le vaccin ne couvre pas cette mutation. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui vous posent la question, alors si je vais me faire vacciner cette année, ça veut dire que je dois le faire tout le temps. Oui, c'est pas parce que vous devez, c'est pour vous faire protéger et parce que le vaccin de cette année est différent de celui de l'an dernier et de celui d'il y a 2 ans. Parce que souvent, le virus, il peut ne pas muter, comme il peut muter, c'est des souches circulantes. Et il faut se dire que le vaccin que nous avons, c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace et qui couvre les 4 souches circulantes. Quadrivalent, vous l'avez appelé, tétravalent ou quadrivalent. C'est tétravalent. Voilà, 4 souches, en tout cas, qui touchent 4 souches. Donc, on a la chance de tomber sur une des souches. Voilà, et vous me donnez la perche... par rapport à ça, vous me tendez la perche pour dire que je peux faire une grippe, mais je peux la faire avec une souche, par exemple la B ou le H1N1. Mais ça ne veut pas dire que je risque de ne pas le faire une deuxième fois si je ne suis pas vaccinée. Clair. Par contre, si j'ai fait déjà, et avant même la vaccination, mais une fois guérie, le vaccin est là, je me fais quand même vacciner parce que je ne sais pas si je risque d'attraper une autre souche et c'est la raison pour laquelle il faut, même si on a fait un syndrome grippal et on ne sait pas ce que nous avons eu, donc une fois guéri, faites-vous vacciner enfin, par rapport à la population. Tout à fait. Alors, on peut se faire vacciner dès maintenant et tout au long donc, de cette saison automnale, hivernale aussi. Et le pic, vous disiez que le pic pourrait être au mois de janvier, la mi-janvier en général, mais ça dépend de l'activité virale. Du virus. Voilà. Donc, le virus peut circuler rapide par rapport au froid, par rapport à la saison aussi, et donc et la virulence du virus lui-même. Donc, on peut avoir un pic début janvier, on peut l'avoir précoce, comme on peut l'avoir tardif, et on peut même assister à un pic, voire 2 pics. Donc, ça dépend de la circulation du virus. Et puis, éviter la propagation du virus en ayant de bonnes habitudes, se laver les mains, tout comme les habitudes donc, de période Covid. Mettez des bavettes aussi, essayez donc de ne pas aller travailler quand vous êtes contaminé. Voilà, d'aérer surtout les bureaux, d'aérer les chambres. C'est ça. Et ne pas être très proche. Ici, on est malade, donc on porte le masque, on porte un masque pour éviter de transmettre le virus. Voilà. Alors, ça va s'étaler jusqu'à peut-être au mois de mars encore. On peut se faire vacciner. Mais l'idéal, vous disiez, c'est maintenant. C'est maintenant. Le vaccin, il est disponible, il est efficace, il est partout à travers le territoire. Il est à 100% algérien? Il est de Saïdal. Et donc là, il faut se faire vacciner maintenant. Il est au niveau des structures, mais au niveau des officines aussi. Au niveau des structures, c'est gratuit. Au niveau des officines, bien sûr, c'est remboursé avec la carte Chifa. Donc là, je pense qu'on n'a qu'à se faire vacciner puisqu'il est disponible. Très bien. Alors, comment être sûr que ce que nous avons, c'est une grippe? Alors, les symptômes, c'est toujours les mêmes, on va rappeler? C'est toujours les mêmes. Je pense que là, on peut pas savoir si c'est une grippe. Donc, on fait un syndrome grippal. Un syndrome grippal, chez les populations, en général, on peut se contenter. Et surtout, c'est une maladie virale, respiratoire virale. Ça veut dire que ce n'est pas d'antibiotiques. Ça veut dire qu'il faut bien s'hydrater, il faut prendre des tisanes, prendre des vitamines, si on n'est pas... Ça, c'est pour les plus résistants. Pour la population cible que nous avons dit, personnes âgées, 65 ans et plus, et atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, ces personnes-là, ils doivent se faire vacciner parce qu'on ne sait pas ce que j'ai comme, est-ce que c'est un virus autre, grippe, mais je vous ai dit, même si j'ai fait un virus et je suis guérie maintenant, donc j'attends la guérison pour me faire vacciner. Il faut rappeler une chose, que je me fais vacciner aujourd'hui, il faut compter 2 semaines, voire plus, pour développer l'immunité. C'est-à-dire, si je me fais vacciner aujourd'hui, demain j'ai les symptômes, ou enfin dans la semaine, ça veut dire, c'est pas parce que le vaccin n'était pas bon, c'est juste parce que l'immunité n'est pas encore en place. D'accord. C'est vrai, souvent quand on se fait vacciner, on a les symptômes de la grippe. Alors on a inoculé une petite douleur au niveau du point de... ou des petits frissons comme ça. Mais c'est rien du tout, c'est le jour même. Ça dure une petite fièvre.
peut-être, même pas. Un petit fébricule, non, mais vraiment, mais ça, c'est le jour même. Mais si ça dure, ça veut dire qu'il y a une maladie autre, mais qui n'est pas liée au vaccin. Donc, on rassure donc tout le monde, les vaccins sont disponibles, il y en a pour un bon quota, en principe. On a 2 millions de doses, mais s'il y a besoin, le ministère peut ramener encore, surtout qu'il est disponible à notre niveau. Tout à fait. Eh bien, encore une fois, on rappelle, donc les personnes vulnérables sont appelées à aller se faire vacciner obligatoirement, hein, pratiquement pour éviter bien sûr la grosse grippe et la grosse fatigue. Pour éviter les complications, surtout les hospitalisations et éviter les décès. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier mot peut-être? Allez-y. Je pense que merci pour l'invitation. Je pense que cette émission rentre dans la campagne de sensibilisation et d'information sur la grippe. On sait maintenant ce que c'est la grippe, on sait que le vaccin, il est sûr, il est là, et donc on se fait vacciner et on n'oublie surtout pas les mesures barrières, en fait, les mesures de prévention. Vous l'avez si bien dit, lavage des mains, si on est malade, de ne pas se rapprocher des autres, d'aérer, et voilà. Donc, le port, bien sûr, de masque, si on est malade, de ne pas être proche des autres. Et si on est obligé de sortir, donc on porte le masque pour éviter la propagation du virus. Parfait. Merci beaucoup, Madame Samia Hamadi. Je rappelle que vous êtes la directrice de la prévention et de lutte contre les maladies transmissibles au niveau du ministère de la Santé. Vous êtes médecin également, et on a toujours plaisir de vous recevoir dans notre matinale. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci et bon courage pour la campagne. Restez assises. On va justement donc vous inviter à suivre ce reportage signé Samira Hadj Amar qui nous fait découvrir les dolmens donc de Beni Messous, uniques en Algérie. Regardez, on se retrouve juste après. Dans un C'est un monument funéraire, remonte à 6000 ans. Hein, et c'est au Sahara, essentiellement le Sahara central, où on en a trouvé énormément. C'est des aménagements, hein, c'est des aménagements qui matérialisent une sépulture. Hein, parce qu'auparavant, quand l'homme préhistorique enterrait ses morts, il recouvrait le sol de sédiments, mais on n'a aucune indication au sol, hein, qui peut nous dire qu'il y a une sépulture. Donc, la première fois qu'on a matérialisé donc, des sépultures, des enterrements, c'est avec des tumulus. Les plus anciens, c'est des tumulus simples, hein, c'est un amas de pierres, hein, qui forme un petit dôme, mais il y a aussi des formes plus complexes, hein, des formes architecturales particulières, parce que ça, c'est les premières formes d'architecture funéraire. C'est 3000 ans avant les pyramides, hein, qui sont un petit peu un stade d'évolution, hein, dans le temps. Des dolmens datés de 3000 ans nous projettent dans la protohistoire. Très peu de choses ont été dites et peu de photos ont été prises de ces monuments funéraires nichés souvent dans des champs. Les monuments mégalithiques, donc on a le dolmen, les dolmens. Il y a des milliers de dolmens, hein, surtout à l'est du pays, mais on en trouve également à l'ouest et au centre. Au centre, c'est surtout ces dolmens, hein, qu'on a au Bardo par exemple, des spécimens qu'on a au Bardo. Donc c'est deux grandes dalles plantées de champs avec une dalle qui couvre le monument. À Beni Messous, c'est une nécropole qui s'étale sur les berges de deux oueds, hein, l'oued Terfa ou oued Beni Messous. Donc on a deux nécropoles de part et d'autre de l'oued. Direction le plateau de Guilloville, là où tout a commencé, là aussi où un propriétaire terrien et professeur au lycée d'Alger, du nom de Köster, a découvert en 1884 une partie de la nécropole de Beni Messous. La nécropole de Beni Messous, elle est considérée comme la seule nécropole au niveau du littoral. D'abord, il faut savoir que les dolmens, en Algérie, ils ont été les plus fouillés. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant la colonisation, sur les militaires, quand on a commencé à coloniser l'Algérie, tout au long du parcours des routes, ils ont trouvé des dolmens. Donc
la curiosité a attiré beaucoup de chercheurs, donc à la recherche des trésors, bien entendu. Mais malheureusement, ils ont trouvé uniquement que des ossements et des mobiliers. Les mobiliers, ça se résume de la poterie, à montrer modelée. Des fois, on retrouve même de la poterie tournée. Et de la parure, des anneaux, des bagues, etc., etc. Quel procédé, pour quelle inhumation les habitants de la protohistoire avaient adopté? Le mort, il est décharné de toute la chair, et puis on l'enterre une deuxième fois. Bon, il y a des procédés de décharnement, il y a beaucoup de procédés de décharnement. Soit on laisse le mort à l'air libre, et là, les rapaces et les carnassiers mangent toute la viande, donc il ne reste que les ossements, et on enterre les ossements, uniquement les ossements. Et quand on voit comment ça s'explique, c'est que les ossements, quand on fouille, on va trouver des ossements en déconnexion anatomique. Unique à Alger, la nécropole de Bni Messous mériterait d'être protégée et classée comme patrimoine national et universel. Il faut les préserver dans tous les pays du monde. Le patrimoine est un atout important dans le circuit économique. Donc c'est pour ça que les gens, les touristes, n'importe quel touriste, c'est-à-dire touriste algérien ou touriste étranger, ce qu'ils veulent, ils veulent voir leur patrimoine. Donc ils veulent De retour sur notre plateau et déjà on papotait avec notre invité et Samira qui est parmi nous. Bonjour Samira. Bonjour Amel, bonjour. Comment ça va? On accueille comme il se doit aussi notre invité, Monsieur Iger Mohamed. Comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue Amel. parmi Merci nous. pour l'invitation, merci beaucoup. Le rendez-vous habituel, le rendez-vous incontournable qui attend Alger et toute l'Algérie, c'est la 28e édition du Salon international du livre d'Alger. Et vous en êtes le commissaire, comme à chaque fois. On a le plaisir de vous recevoir pour nous donner les grandes lignes, bien sûr, de ce rendez-vous. Avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et je suis heureux d'être là parmi vous. Beaucoup de travail, comme je vous l'avais dit déjà. Comme à chaque fois, déjà à la fin d'un salon, vous entamez déjà le salon prochain et ça dure toute une année de préparation. Voilà. C'est un événement grandiose, c'est un événement énorme, donc qui accueille notre pays chaque année. Voilà. Et qui est tant attendu par les Algériens. Et c'est tout proche, c'est le 28, c'est dans 2-3 jours. Donc ce sera exactement donc, du 29 octobre au 8 novembre et l'ouverture au public interviendra donc dès le 30, donc le lendemain. Sachant que le premier jour, le 29, est réservé à l'inauguration officielle. Donc ce sera pour le public de 10h du matin jusqu'à 8h, enfin 20h le soir, et ce pendant 10 jours durant. Voilà. En tout cas, un rendez-vous incontournable qui plaît beaucoup à Samira, parce qu'elle aussi, elle adore les livres et adore la lecture. Et surtout, c'est un rendez-vous où on peut rencontrer nos auteurs. Et bien entendu, beaucoup de surprises avec les invités de l'Algérie qui seront aussi nombreux. L'invité d'honneur cette année, c'est la Mauritanie. Tout à fait. Donc on va accueillir donc, avec ces lettres, ces belles lettres, ces auteurs, ces intellectuels, ces écrivains, à travers un riche programme d'animation culturelle, riche et varié. Voilà. Ouais. Alors cette année, le salon porte un slogan, le livre Carrefour des civilisations. Carrefour des cultures, voilà. Carrefour des civilisations, on parlera aussi à travers le colloque. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc voilà, comme le slogan l'indique, donc à travers le livre, c'est à travers le livre donc qu'on connaît l'autre, qu'on découvre l'autre, qu'il y a donc le respect avec l'autre, les échanges avec l'autre. C'est au fait un vecteur de connaissance, de culture et de savoir. Voilà, c'est important. Voilà. Et en parlant bien sûr de ce colloque, c'est vrai, il sera en marge donc du salon qui va débuter, qui va aussi réunir beaucoup donc de spécialistes, d'intervenants. Un colloque qui va rendre hommage aussi à l'Algérie à travers ses civilisations, ses grands noms aussi, donc de la culture et de l'histoire. Tout à fait. C'est un bel et grand événement aussi qui va avoir lieu donc le 4 novembre à Lorassi, à travers lequel donc on va mettre en exergue donc les apports de notre pays, l'Algérie, à l'humanité et toutes les belles choses donc que l'Algérie a apportées en termes de culture, de littérature, de science et de savoir pour l'humanité depuis donc Apulé, le premier écrivain, le premier romancier au monde, et Saint-Augustin, Ibn Khaldoun, Mohamed Al-Koun, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Donc c'est un colloque qui sera animé donc par des personnalités de renom, d'abord algériennes, du monde arabe, mais aussi d'Amérique, d'Angleterre et du reste du monde.
Très bien, très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a donc un espace incroyable cette année. C'est un rendez-vous qui rassemble énormément de participants. Tout à fait. Beaucoup de maisons d'édition. On a enregistré une participation record, sans égal, qu'on n'a jamais donc observé. On est aussi là durant les années précédentes, puisqu'on a enregistré 1258 donc, exposants représentant 49 pays issus de 4 coins du globe. C'est quand même extraordinaire. Et une fréquentation certainement très attendue qui dépassera les 5 millions enregistrés l'an passé. Voilà, j'imagine. Alors avec une superficie de 23 000 voilà, mètres carrés. donc tout ça s'étale sur une surface qui dépasse les 23 000 mètres carrés de surface. Et donc parallèlement donc, à l'exposition en vente de livres, il y aura donc tout un programme d'animation culturelle riche et varié qui va traiter donc de plusieurs thématiques, de la littérature, de la culture, des sciences, de l'histoire, de la mémoire, mais aussi donc, de tout ce qui est en rapport donc, avec les causes nobles et justes que défend notre pays, le savoir, la Palestine, Sahara al-Gharbia, mais aussi donc, l'espace PANAF, donc une tradition au salon qui accueille donc, les écrivains, les intellectuels, mais aussi les expressions d'Afrique. Voilà, les expressions d'Afrique, avec encore une fois donc, beaucoup donc, de thématiques, des conférences et des rencontres avec des auteurs aussi et qui viennent du monde entier. Tout à fait, donc c'est un programme riche et varié, comme je disais, donc qui va traiter de plusieurs thématiques, donc récentes, donc qui concordent parfaitement donc avec le quotidien, donc culturel, social, politique, géopolitique et tout ce qui s'ensuit, donc qui seront débattus donc par des écrivains, des intellectuels de renom, qu'ils soient algériens, du monde arabe, donc d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et du reste du monde. Vous allez aussi donc voir qu'il y a aussi parmi ces thématiques celles qui traitent donc des sujets d'actualité comme l'édition et l'intelligence artificielle, mais aussi donc de la culture, mais aussi des médias de nos jours, donc les défis donc de ce domaine donc par rapport aux médias. Et bien, mais il y aura aussi donc sans parler bien sûr, sans oublier l'espace enfant qui va accueillir donc des pédagogues, des ateliers de contes, d'écriture, de dessin, mais aussi de contes. Voilà, de contes. C'est un thème qui a toujours existé, mais cette année qui va avoir donc une importance particulière, puisque voilà, Madame la Ministre, donc on a tenu énormément, puisque vu son importance, vous savez donc quand le conte dans lequel donc on s'est tous revigorés pendant notre enfance et jeunesse, à travers lesquels, voilà une richesse à travers lesquelles donc on apprend donc à nos enfants, à nos jeunes donc de s'abreuver donc de nos racines, nos rites, nos us, mais aussi de nos repères identitaires dès notre enfance. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est bien sûr donc les cadres et les intellectuels de demain et les dirigeants de demain. Tout à fait. Et ça construit, et surtout c'est un monde, ce monde imaginaire, ça permet aussi l'imagination, créer de l'imagination, l'imagination chez l'enfant, n'est-ce pas? Et ça fera peut-être de lui un futur écrivain. Tout à fait. Tout à fait, absolument. Lecteur aussi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Sans oublier bien sûr qu'il y aura donc des hommages donc pour les écrivains, les intellectuels, mais aussi les éditeurs qui nous ont quittés cette année. Il y aura aussi donc Samia Snadi, les éditions Apic. Voilà, Nordinazos, et ils sont bien nombreux donc ces intellectuels donc qui nous ont quittés cette année. Les auteurs aussi. Je pense à Farhani aussi, à Mziane, la yarhamou. Voilà, il y a 2 ans de ça, c'était Farhani. Madame Après, voilà, il y avait Nordinazos, donc qui étaient donc les amis du Sila, les enfants du Sila. Les amis du Sila. Et aussi, voilà, les enfants du Sila. Journalistes. Voilà, les membres du comité d'organisation du Sila. Tout à fait, tout à fait. Alors, il va y avoir donc, beaucoup de ventes dédicaces aussi, j'imagine, avec les auteurs, chaque maison d'édition qui organisera tout cela. Pardonnez-moi de rappeler aussi qu'on va fêter aussi donc, le centenaire de la naissance de Fanon, donc, pour lequel on va consacrer donc une thématique en rapport donc avec la déconstruction du colonialisme et du néocolonialisme, avec la présence d'une école américaine. Donc vous connaissez donc les repères et les portées. On va fêter également aussi le centenaire de la naissance de Abdelhamid Ben Haddouga. Voilà, donc voilà ce grand auteur, ce pionnier donc des romanciers algériens. Voilà, à l'occasion. De grands événements. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, un rendez-vous, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un événement sur Alger, puisque donc, beaucoup vont venir faire le déplacement pour être au rendez-vous et participer, être acteurs aussi, pourquoi pas, donc de ce rendez-vous incontournable. Comme vous le disiez, ça va débuter donc le 29, et ça va s'étaler jusqu'au 8 novembre, de 10h
à 20h. Tout à fait. Et bien en sûr, précisant seulement que l'ouverture au public interviendra dès le 30. Voilà, dès le 30, c'est-à-dire le lendemain de l'inauguration officielle. Tout à fait. Très Vous Voilà. laissez toujours les gens entrer le jour. La rentrée est gratuite, je le précise, voilà. Donc de 10h du matin jusqu'à 20h, et ce, pendant 10 jours durant. Ça va être magnifique, donc c'est une fête pendant 10 jours, fête du livre, de la culture, des connaissances et du savoir pendant 10 jours. Tout à fait. Et vous serez au rendez-vous en ce moment, vous êtes en pleine communication, vous allez un En petit plein peu préparatif sur aussi, oui, voilà. les plateaux et parler un petit peu donc de ce programme, bien Tout à sûr, fait. qui attend cette 28e édition donc, du livre consacré cette année au livre Carrefour des cultures ici en Algérie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Vous allez rester avec Merci nous, à vous vous. allez apprendre surtout et connaître la région. Qui connaît déjà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. À travers les livres, bien entendu, on bien. s'abreuve toujours de tout ce qu'il faut savoir concernant l'Algérie, notre beau pays. Eh bien, magnifique. Samira, tout de suite, on va te laisser Il y a de la présenter, musique, bien là, sûr, il y a le dans jingle. un tout petit D'accord. moment, bien sûr, on va savoir un petit peu, en savoir plus sur cette belle découverte, en tout cas unique au monde, vous le disiez. Non, unique en Afrique du Nord. D'accord, unique en Afrique du Nord, d'accord. Moi, je disais au monde, je pensais que c'était l'Algérie qui était... On est unique. C'est incontestable. à travers ces nécropoles anciennes, eh bien, les allées ou couvertes d'Etrhouna. Donc, on le sait tout de suite avec Samira. En venant de l'Horacie, une fois, donc il y avait un invité, enfin parmi les invités, il y avait un Allemand. Oui. Donc on voulait lui faire une balade le soir en sortant de l'Horacie. Vous savez, il m'a dit quelque chose qui m'a étonné. Je me dis, c'est pas possible, nous on passe tous les jours, on fait pas attention. En descendant la baie d'Alger, donc, il m'a dit, Magnifique c'est la descente. plus belle- il m'a dit, il a voyagé dans le monde entier. Il a juré que c'est la plus belle baie qu'il a vue au monde. C'est vrai. Et c'est la vérité. Quand Alors descend, on se on a regardait l'impression entre nous, qu'on je va dis, c'est plonger vrai dans ça, l'eau. c'est vrai ce qu'il dit. Mais on est toujours impressionné incroyable, en ça. descendant de cette, Tout à fait. cette belle, Pour ce lui, beau il était panorama, en exceptionnel, tout cas. voilà. L'une des plus belles qu'il aurait vues au monde, c'est incroyable. Eh ben, magnifique. Samira, donc, plus Alors, belle d'Afrique on a aussi. Les allées couvertes alors Kabyle, de Kabylie, du Dura, c'est juste une appellation, c'est une appellation de localisation. D'accord. Les personnes qui ont travaillé, enfin les chercheurs qui ont travaillé dessus, par facilité, on va dire, ont appelé ça de Kabylie ou Kabyle. Une allée couverte, les allées couvertes de Kabylie, alors il y en a à Eit Rhouna, il y en a à Béjaïa, à Délis, oui. d'abord, D'accord. ensuite à Asfoun, Eit Rhouna, à Eit Garet, à Bnik, la pointe de... Oui, Bniksila, exactement. En fait, on va de Asfoun, Délis, jusqu'à Béjaïa, jusqu'à Toudja. Il y en a à peu près en tout une quinzaine, 14 peut-être. En fait, toutes n'ont pas été découvertes. Peut-être elles sont ensevelies, elles n'ont pas encore été mises à jour. J'ai choisi celle de Eit Rhouna parce que ce sont celles qui ont été fouillées, le plus étudiées. C'est peut-être là où il y a eu le plus de découvertes, de dépôts, par exemple, de céramique. La céramique, elle est estruco-campanienne, noire. D'accord. Elle est très particulière. Alors, qu'est-ce que c'est? On dit ce que c'est. Oui. Ce sont des tombes. Ce sont des tombes. Des tombes, voilà, exactement. Des tombes, mais qui sont extrêmement particulières. Tout à la l'heure, différence donc des dolmens qu'on a pu voir dans le reportage juste avant. qui sont aussi des tombes, donc Oui. ça remonte à la protohistoire. Elles sont petites. Elles sont plus petites, elles sont différentes. Les dalles, bon, celle de le reportage qu'on a vu, c'était Beni celle de Msous. Beni Msous. Là aussi, c'est très important parce que c'est les seules qui restent à Alger. Avant, il y en avait beaucoup et elles ont été détruites. Donc, soit par l'érosion naturelle, donc les pluies et tout ça, parce qu'elles étaient en bordure de Oued Tarfa, soit par la main de l'homme. Ce qui tue le patrimoine, c'est l'urbanisation. Un des plus grands L'urbanisation galopante. Les gens construisent sur des choses, prédateurs. mais ils connaissent pas souvent ils ne connaissent pas la valeur de l'objet en question. Donc Eit Rhouna se trouve, alors les allées couvertes de Eit Rhouna précisément se trouvent en pente. Quand on les voit, ce sont des dalles, hein, donc des dalles de pierre. Exactement. J'ai donné la localisation, c'est des plaques de pierre, voilà. Quand on les voit, on a l'impression que c'est une rentrée de mine. Tu vois, c'est tout petit. Mais il y a aussi une entrée par le toit. Voilà. Ce sont des temples collectifs. Mais on ne mettait pas complètement avec des rituels donc funéraires.
On ne mettait pas les morts en entier. En fait, il y avait des rituels de décarnation. Les morts étaient décharnés, ils étaient déjà morts. C'est dur. Donc on mettait pratiquement que les ossements, on mettait un mobilier, donc soit de la céramique, soit comme ce qui a été trouvé à Iberisen, des lampes à l'huile. Là, c'est une reconstitution qui a été faite par les Italiens. Alors, ces tombes qui sont uniques en Afrique du Nord et qui se trouvent chez nous, notamment à Asfoun, ont des ressemblances typiques avec les tombes qui se trouvent par exemple en Sardaigne. Mais ça existe aussi à Minorque. On en a retrouvé pareil, identique dans les Baléares. Il y en a en Europe aussi. Ce sont des monuments mégalithiques. En général, ils sont plus localisés en Europe. Mais seulement, il y en a chez nous. Il y en a chez nous. On ne sait pas, mais ce qui est le plus... Ce qui est mystérieux en fait, c'est que les tombes ressemblent à ce qu'il y a donc, en Sardaigne qui date de l'âge du bronze, mais avec du mobilier, avec des choses à l'intérieur qui rappellent plutôt l'époque carthagène. Non, carthagène. Carthage. Voilà. L'Égypte ancienne aussi, puisqu'ils gardaient leur mobilier aussi à côté. Oui, mais ils étaient momifiés. Oui, bon, à la différence. Ceux-là, ils sont décharnés. Voilà, donc c'est daté par rapport au mobilier à l'époque de Carthage. Il y a des choses de l'époque punique et post-punique aussi. Et alors ça, c'est une perle, parce qu'on voit, on va la voir, elle va arriver. C'est une perle qui a été retrouvée. Voilà. D'accord. Voilà, à Etrhona. Et bon, elle est agrandie, elle n'est pas aussi... Bien sûr, bien elle n'est pas immense. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la population locale peut s'être rappelée qu'à Etrhona, ils appellent ça les petites maisons romaines. Mais qu'à Iberisen, ils appellent ça les grottes de l'ogre. Mais ils ont une espèce de... Ils les conservent, ils sont très intrigués. Oui, ils en ont peur aussi, peut-être. Bah, forcément, il y avait des morts intéressants. C'est sûr. Cimetière. C'est sûr. Si rare et si particulier. À Etrhona, il y en a le plus. Il y en a 8. Après, c'est des tombes qui peuvent atteindre, pourquoi elles sont si particulières, jusqu'à 15 mètres de hauteur. Voilà, c'est selon. C'est à partir de 8 à 15 mètres. Elles sont aussi larges, mais quand on les voit, il y a juste une petite ouverture. Donc on a l'impression de rentrer dans une mine. Toutes n'ont pas été fouillées. Donc il y a des choses. Celle de Iberisen, par exemple, elle est en plein centre du village. Donc les gens la conservent, ils essayent de ne pas la détruire. Il y a des gens aussi, des associations tout autour qui essayent de les protéger. Mais ça reste fragile. C'est incroyable quand même qu'avec le passage du temps, reste toujours intact, debout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la pierre qui fait durer peut-être. On ne sait pas, mais alors la première fois que ça a été fouillé par Gabriel Camp, ensuite par le couple Musso, et ensuite bien sûr, même après l'indépendance. Il y a eu des passionnés aussi qui ont travaillé dessus. Sûr, même les chercheurs algériens, le département de l'université de Bni Messous. Voilà, d'ailleurs le professeur Tarek Sahed a fait des publications par rapport à ça. Tout à fait. Voilà. Donc ce qui est magnifique, c'est que les gens, les habitants, les autochtones, ont su conserver ces pratiques, ces rituels qui aujourd'hui nous permettent, c'est-à-dire ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ça permet de dater, ça permet aussi de travailler dessus. C'est un témoignage lébique. Le ministère de la Culture l'a classé au patrimoine en 2016. Bien sûr, il y a eu des démarches bien avant et tout. Donc il y a une enseigne qui signale aux touristes aussi bien qu'aux habitants, aux locaux. C'est ouvert. C'est en pleine nature. C'est pas protégé. Alors en pente, c'est creusé à flanc de montagne. D'accord. C'est compliqué. Voilà, mais il faut les repérer, oui. Voilà. Moi, j'espère qu'ils vont pas les repérer. Mais en tout cas, ça permet encore une fois de classer et surtout de rappeler que ça existe et que c'est unique en Afrique. On le rappelle. En Afrique du Nord. En Afrique voilà, du il n'y en a qu'en Algérie. Ils sont à partir donc d'Hélice. Il y en a quelques-unes. À Asfoun, à Edkaret, à Bnixila, jusqu'à Touja, on va dire. C'est toute la côte, en fait. C'est sur la côte, algérienne, au nord. Voilà. Très bien, très bien. Très beau paysage, on a la mer juste en face. Mais on est en montagne. Voilà. C'est construit à flanc de montagne et creusé dans la roche. C'est fait avec des plaques de grès. C'est étroit au départ et plus large à l'intérieur. C'est-à-dire on se faufile. On se faufile. Ouais. Voilà. Faut pas être. C'est pas des dolmens. Ouais.
c'est pas des dolmens. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle découverte. Hein, oui, pour certains qui connaissent, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas, donc ils auront l'occasion de le découvrir grâce à votre rubrique, Samira. Merci beaucoup. Et bien sûr, tous ceux qui ont travaillé dessus. On rappelle encore une fois, c'est pour sensibiliser et pour rappeler que notre patrimoine est assez riche et surtout faire découvrir bien sûr toutes les régions d'Algérie à travers ces vestiges encore une fois. Je me dis que ça fait la particularité du lieu d'abord, de la région et ensuite de l'Algérie, ça serait intéressant de l'inscrire, pourquoi pas, à l'UNESCO. Pourquoi pas. Très bien. Exactement. Bien, merci Samira. On se donne rendez-vous dès demain. Oui. Voilà, pour continuer notre rubrique. Nos rubriques à travers donc Écume et Patrimoine. Le livre, vous allez y aller, n'est-ce pas? Mais la télévision algérienne va couvrir l'événement. Il y aura des émissions avec les invités, bien sûr. Bien entendu. Et certainement la couverture du colloque à l'hôtel Bien entendu. Alors, on rappelle encore une fois l'événement. C'est la 28e édition du Salon international du livre d'Alger avec donc cette ouverture imminente. Ça sera donc le 29 et ce jusqu'au 8 novembre, n'est-ce pas, Monsieur Higuer? Avec beaucoup donc d'intervenants, beaucoup d'invités internationaux qui seront présents. La Mauritanie qui sera comme invité d'honneur. Un petit résumé encore une fois? Tout à fait. Donc la 28e édition donc, du Salon international du livre d'Alger accueillera cette année donc, la Mauritanie comme invité d'honneur. Donc elle sera présente donc, parmi nous à travers une grande surface, mais aussi à travers donc, ses écrivains, ses intellectuels, à travers un programme d'animation culturelle riche et varié, et ce, pendant 10 jours durant. Voilà, donc c'est un choix qui est vraiment idoine, c'est un choix vraiment réfléchi, puisque c'est une occasion pour montrer donc les profondeurs donc, des relations entre nos deux pays, mais aussi toute la richesse culturelle en partage et l'avenir en partage avec ce pays. Bien sûr. Et rappelez que cette année, en fait, il y a quelques mois, je pense 2 mois, au Palais de la Culture, il y a eu la célébration de Algérie, capitale de la culture hassaniya, donc mauritanienne. Je pense que c'est aussi dans la même lancée pour le choix du pays de l'invité d'honneur. Et puis, nous partageons cette culture avec le Sahara occidental et quand on est à Tindouf, on a ce croisement de cultures presque identiques, hassaniya, dans la tenue, dans la gastronomie, la cuisine, et même le mode de vie. Et aussi consolider donc, tous ces beaux accords donc, en matière dans le domaine de l'économie, mais aussi de la culture. Voilà, et on a tout un avenir en partage. Tout à fait. Et qui coïncide toujours, le salon coïncide aussi avec le 1er novembre, donc cette date aussi historique qui rappelle encore une fois ces nombreux auteurs qui ont écrit sur la lutte de libération nationale, avec bien entendu ce devoir de mémoire qui est important. Vous parliez de mémoire tout à l'heure. Tout à fait. Donc, comme à chaque édition, le 1er novembre donc, est une journée donc, riche par une programmation donc, en rapport donc, avec l'histoire, mais aussi la mémoire, donc, à travers donc, des rencontres, à travers des conférences, des débats qui seront animés donc, par des historiens nationaux du monde arabe, mais aussi étrangers. Nous allons aussi donc, célébrer donc, les attaques donc, du 8 mai 45, donc, le 80e anniversaire donc, des attaques du Nord constantinois, le 70e des attaques du Nord constantinois et le 80e du 8 mai 45. Voilà. Très bien. En tout cas, on rappelle que vous serez aussi là avec vos nombreux exposants et bien entendu l'Algérie sera aussi bien représentée avec toutes ces maisons d'édition qui seront présentes. Les auteurs aussi algériens et mais pas que seront aussi présents et on donnera le programme au fur et à mesure, donc des ventes dédicaces et bien sûr des auteurs qui seront sur nos plateaux. Monsieur Higuer, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le commissaire donc, du SILA et on vous souhaite bonne chance et bon courage pour cette édition. Merci encore, merci beaucoup. Samira, merci encore. On ira, n'est-ce pas? Oui, certainement. Voilà, on continue notre programme. Je vous invite justement à suivre ce reportage signé Yasmine Hamri qui nous fait découvrir le musée national Zabana Oran qui a vu la visite d'enfants. Regardez, juste après, on se retrouve. Très beau. Au cœur du musée national Ahmed Zabana d'Oran, une relation unique se tisse entre l'enfant et le patrimoine,
Dans une atmosphère à la fois ludique et éducative, le musée ouvre ses portes aux plus jeunes, leur proposant une série d'activités interactives et intellectuelles destinées à éveiller leur curiosité et à renforcer leur lien avec la culture nationale. Franchement, j'ai adoré ce musée. C'est la première fois que je viens ici et vraiment c'est magnifique. J'ai découvert plein de choses intéressantes, des ruines et des vestiges en pierre. C'était vraiment impressionnant. Ce genre de sortie permet aux enfants de découvrir leur patrimoine tout en apprenant d'une manière différente et amusante. Une activité enrichissante et inclusive, valorisée par l'implication d'associations sociales et de personnes malvoyantes qui ont contribué à la mise en œuvre des pièces archéologiques du musée. Dans une ambiance festive, ponctuée de spectacles musicaux et de récits captivants du Hakawati, des instants empreints de joie et d'émotion, pensés pour semer en eux les valeurs de l'amour du pays. J'ai un atelier pour les enfants accompagné d'un conte du Hakawati, enrichi par les chansons tirées du patrimoine national pour éveiller en eux la fierté de leur culture. Notre but, c'est d'en faire une activité interactive avec les enfants à travers des ateliers pédagogiques et la mallette muséale pour leur permettre de découvrir le patrimoine de façon ludique et éducative. Ainsi, le Musée national d'Oran confirme son rôle éducatif et culturel en tissant avec les enfants une relation durable fondée sur la découverte, la curiosité et l'amour du patrimoine national. Bien, de retour sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir, comme chaque dimanche matin, Fla Bennour, à travers sa rubrique Les Algériens du monde. Bonjour, Fla, comment ça va? Ça va très bien. Toujours avec une actualité riche. Ah, cette fois-ci, c'est exceptionnel. Exceptionnel, parce que d'habitude, déjà que d'habitude, ça va, il y en a un petit peu partout. Il y a un petit peu plus très actifs, que les autres fois. Nos Algériens du monde. Ah oui, ben, je crois que c'est la fin de l'année qui fait cet effet. Probablement. Ou l'effet de la rubrique. Possible, très possible. En tout cas, ils sont heureux en tout cas de passer et de montrer ce qu'ils font sur leur pays natal, en tout cas l'Algérie. Tout à fait. On va commencer par Alger, oui. On ira en Italie, on ira aussi vers Montréal. Très bien. Et on te suit. On va suivre un petit peu aussi Air Algérie. D'accord. Très bien, on te suit. Donc, il y a une phrase avec laquelle j'aimerais commencer. On nous a écoutés. Je dirais que c'est la phrase de la semaine. D'accord. Vu l'ampleur de l'événement qu'il y a eu ce jeudi 23, qui va nous ramener vers cette rencontre inédite aux Affaires étrangères avec le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Donc il y a eu des investisseurs algériens issus de notre communauté à l'étranger pour la première fois au niveau des affaires étrangères pour parler de leur expérience. D'accord. D'un côté, il y avait ces investisseurs, de l'autre, le secrétaire d'État Sofiane Chayeb, avec son invité, le ministre de l'économie, de la connaissance et des startups, Nourdine Wadah, mais pas que, il y avait les représentants des secteurs du tourisme, de l'économie, plutôt du commerce, aussi il y avait des représentants de la Banque d'Algérie et l'API. L'agence algérienne de promotion des investissements et l'agriculture. Voilà, je me disais bien que j'avais oublié un secteur, mais je me rattrape. Donc voilà, il était question de parler de leurs expériences, comme je disais, mais pas que. Il y avait aussi les problématiques à poser, les préoccupations et aussi les freins aussi. Donc le but, c'était aussi d'entamer ou d'actionner des solutions avec tous les secteurs. C'était très intéressant pour les uns et les autres. L'échange était très passionnant, très enrichissant, mais aussi très franc et sans filtre.
Très bien. Et ça encourage. Ça encourage, ça a donné encore une bonne motivation pour nos Algériens qui sont venus investir dans leur pays. On va écouter peut-être quelques réactions des participants. On y va. Je me présente, je suis la fondatrice de la marque Antique. C'est une marque qui est fondée en Angleterre et la fabrication elle est faite ici en Algérie. C'est très bien qu'il y a eu cette initiative, que les questions et les problématiques elles ont été posées et je pense qu'on aura une bonne écoute par rapport au ministre. Donc, pour l'environnement de l'investissement en Algérie, je pense que c'est un environnement qui est vierge pour le moment, donc on a plusieurs investisseurs et on espère vraiment en voir plus au futur. C'est un véritable plaisir d'être reçu par les autorités, le ministère, etc. pour avoir notre retour en tant qu'acteur économique sur le pays. Ma vision est très optimiste quant à l'avenir et au développement économique par rapport à nous entrepreneurs ici algériens, surtout portés sur l'export des produits fabriqués ici vers l'étranger, aussi bien l'Afrique que l'Europe et le reste du monde. Il y a une rentabilité, elle est existante. Je m'appelle Toufik Atkel et je suis président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Aujourd'hui, il y a une rencontre avec monsieur le ministre. C'est une excellente chose. Tout Algérien résidant à l'étranger souhaitant rentrer au pays, voilà, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et comment pallier à ces difficultés, comment trouver des solutions à ces difficultés-là. Et il nous a écoutés, on a échangé en fin de compte et on a discuté et on espère que ça va faire évoluer les choses et ça va faire ramener davantage d'Algériens résidant à l'étranger en Algérie. Je m'appelle Rim Bouguetaya, j'ai 31 ans, je suis ingénieure cosmétique et la fondatrice de la marque de cosmétiques Eream. La réunion d'aujourd'hui nous a permis d'évoquer les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'investisseur en Algérie. On espère que ce type d'initiative va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos investissements en Algérie, puisqu'on a pu évoquer d'un côté les choses positives et les raisons qui nous ont motivés à entreprendre en Algérie, mais également les obstacles qu'on pouvait rencontrer au quotidien en tant qu'investisseur algérien. Je suis en Algérie depuis 2018, où j'ai monté une unité de production de lampes luminaires LED qui est dans la wilaya de L'Mdia et qui emploie aujourd'hui une 60aine de personnes. Donc c'est un très bon événement, c'est un début par rapport à tout ce qui doit être fait avec la diaspora. C'est une prise de contact où on a pu échanger sur les principaux problèmes auxquels on pouvait être confronté. Le principal problème, bien évidemment, de la diaspora, c'est qu'on ne connaît pas très bien les codes ici en Algérie. Alors moi, c'est Yassine Gendouz. Je suis venu m'installer en Algérie il y a 1 an. J'ai monté ma société en avril. On propose des excursions en quad. Aujourd'hui, nous avons été reçus par les ministres. Et c'est quelque chose qui est énorme pour nous, avec énormément d'opportunités. Le gouvernement et l'État est très à l'écoute. Bonjour, je m'appelle Shiraz Benseman, je suis la fondatrice et CEO de Pitch World Fast, une entreprise d'aide au développement commercial et gestion de projet. On accompagne les entreprises notamment dans leur export sur le continent africain. Vraiment, ça nous a permis de dire quelles sont les problématiques et d'avoir en fait des réponses. L'Algérie aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, donc il y a beaucoup de choses à faire. La diaspora a beaucoup à apporter. Tout est positif pour pouvoir avancer d'une façon sereine et pérenne en Algérie. Il n'y a pas eu de filtre. On parlait sincèrement, on discutait, on proposait, on nous a écoutés. Je suis Mohamed Amin, je suis ingénieur de formation, je travaille dans le domaine du software et de tout ce qui est nouvelles technologies en France. Et actuellement sur des projets ici en Algérie. Il y avait beaucoup de choses justement positives à souligner. Il y avait aussi des obstacles que le ministère a bien écoutés et qui vont être, j'imagine, résolus. Ça a duré 3 heures. C'est très encourageant. Voilà, très encourageant, n'est-ce pas? Je dirais même plus de 3 heures. Hein. Plus de 3 heures, j'imagine, puisque vous y étiez aussi, tu étais, et puis bien entendu, tous ces intervenants, pour la plupart, tu les avais reçus. Je les ai reçus, j'ai eu le plaisir de les recevoir, pleins de bonne volonté, ils veulent faire des choses, s'impliquer dans l'économie du pays, tout simplement. C'est important. Il y a eu même Rim Bouguetaya, qu'on avait vu à l'écran, qui était venue avec son bébé de 3 mois, oui, parce qu'elle tenait à
assisté, à participer. C'était très convivial, amical, je dirais. C'est vraiment, je dirais, ce genre d'événement qu'on n'a pas l'habitude vraiment de connaître en Algérie. Et je sais de quoi je parle. La diaspora, il y a quelques années, était peut-être peu représentée. Était représentée, peut-être qu'il n'y avait pas non plus toute cette arsenal et cette dynamique mis en place aussi, les facilités mises en place aussi par l'État. Et donc, pour revenir toujours à cet événement, de son côté, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger parle d'efficacité et, comme je disais tout à l'heure, d'actionner des démarches et trouver des solutions concrètes aux problématiques posées. Donc on va écouter tout de suite le secrétaire d'État. Ceux qu'on a rencontrés aujourd'hui sont un échantillon d'un élan ascendant de ces investisseurs de la diaspora. Représentatifs de différents secteurs d'intérêt pour notre communauté qui coïncident justement avec les priorités de l'action gouvernementale et des secteurs stratégiques identifiés comme étant prioritaires. Nous pouvons partager de bonnes expériences entre membres de la communauté et créer un réseautage, une connexion entre personnes qui s'investissent dans le même domaine. Et on sort aussi avec disons, quelques pistes d'action qu'on pourra mener conjointement avec les différents départements ministériels qu'on a conviés à l'occasion de cette rencontre. Je pense particulièrement au ministre des startups et aussi à d'autres secteurs tels que l'agriculture, le commerce, l'API et la Banque d'Algérie aussi. Et nous allons bien évidemment prendre en charge les différentes préoccupations qui ont été soulevées pour les partager avec les secteurs compétents et essayer d'identifier des actions concrètes qui seront formalisées durant les prochaines semaines et prochains mois. L'Algérie qui nous rassemble à travers bien sûr ces paysages. Beaucoup donc d'Algériens de par le monde viennent visiter l'Algérie, sont attirés par la terre, par la mer et par bien sûr toutes ces choses qu'ils ont envie de concrétiser ici en Algérie. Mais il y a aussi des belles interventions en tout cas. De grandes opportunités. On est unanime là-dessus. Il y a toujours d'abord des projets, plein de projets à faire ici en Algérie. Donc il y a le terrain propice pour ça. Donc on a écouté tout à l'heure Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, au national à l'étranger, qui justement a souligné le fait d'essayer de trouver des solutions à toutes les problématiques. Mais en parlant de problématiques, je tiens à rappeler, Amel, que parallèlement à toutes ces actions, à ces rencontres qu'effectue le secrétaire d'État, même en virtuel, hier il y a eu avec les médecins algériens en Europe, et c'était aussi très, très bénéfique pour les uns et pour les autres. Il y a toujours eu des visioconférences, de toute façon, avec nos tout le temps, régulièrement. Donc parallèlement à ça, il y a une plateforme qui a été mise en ligne, qui a pour but de mettre toutes ces actions, ces problèmes que rencontre la communauté pour pouvoir les solutionner. Cette plateforme, c'est Oktobli Katib Daoula, ou écrire au secrétaire d'État. Et je t'assure, Amel, que le secrétaire d'État, personnellement,
lit ces messages qu'on lui adresse régulièrement. C'est pour les prendre en considération. Bien sûr, et c'est très facile. Il faut aller vers le site des Affaires étrangères. Il y a Okteb Katib Daoula et on a un espace où on peut parler ouvertement, bien sûr, des préoccupations. D'ailleurs, parmi les participants, un couple qui a eu recours à cette plateforme et qui a trouvé solution à son problème. On va d'abord écouter, parce que j'ai profité de l'événement pour en savoir plus sur le bilan par rapport à cette plateforme. Donc il nous a répondu Sofiane Chaïb, secrétaire d'État chargée de la communauté nationale à l'étranger. On l'écoute. Identifier, catégoriser les types de questions qui sont posées. Certaines sont d'ordre administratif, consulaire, et on les solutionne rapidement par le truchement de notre réseau diplomatique et consulaire. D'autres sont d'ordre économique, ce qui cadre avec l'objet de cette rencontre, et à ce moment-là, on prend attache avec les départements ministériels concernés, et généralement tout se passe pour le mieux. Il y a des solutions concrètes qui ont été apportées. Je pense particulièrement à certains projets qui ont été portés par des investisseurs issus de la communauté nationale à l'étranger. Et j'ai été très heureux de rencontrer certains parmi eux aujourd'hui qui ont pu faire ce témoignage de l'utilité de ce moyen de communication. On va peut-être... Avant de voir le couple qui va témoigner, on parlait de témoignage, je dirais deux mots sur Mina Jedid et Boumediene Jedid. C'est le couple d'Algériens qui ont tout laissé derrière eux de l'autre côté de la rive pour venir et ils se sont installés. C'est un investissement colossal, hein, il faut le dire. Pour l'anecdote, c'est un couple que j'ai rencontré il y a plus d'une année, peut-être 2 ans. C'était juste un projet de revenir en Algérie. Et je les appelle il y a 6 mois, et on me dit, ça y est, on est en plein chantier. Et c'est eux qui sont sur le chantier, le couple qui est sur le chantier. On va un petit peu... Ouais, on y va. Allons-y. Et Boumediene Jedid. Voilà, cofondateur de ATMC, école de formation professionnelle. On a vraiment de la chance d'avoir un État qui est à l'écoute. Vous êtes là depuis combien d'années en Algérie? On est installé depuis pratiquement 12 mois. On a solutionné un des plus gros problèmes auxquels on a été confrontés. Ce que je voudrais rajouter, c'est avant tout remercier donc, le secrétaire d'État, M. Chaïb Sofiane, qui a su répondre à toutes nos doléances. Et il a trouvé les mots justes pour nous rassurer, et pas seulement les mots, également du concret. Alors, bonne nouvelle, ils sont déjà heureux d'être là et d'avoir concrétisé leur projet. Hyper heureux. Une école de formation dans le BTP. Dans le BTP, oui, dans le BTP, avec des choses très très modernes. Donc, ça promet en tout cas. Très bien. Et vraiment, ils sont contents de pouvoir se lancer finalement. Je les embrasse à l'occasion. J'espère qu'ils sont en train de regarder. On va peut-être changer de sujet, mais... L'actualité L'actualité, c'est la ligne... On va en Italie ? Avant l'Italie, on va quand même pour les Algériens qui sont au Tchad, parce qu'il y en a aussi, il y a une communauté quand même pas nombreuse, mais il y a des Algériens au Tchad, donc il y a une ligne, on va peut-être regarder quelques images en off, une ligne qui a ouvert dernièrement, Alger-N'Djamena, en passant par le Cameroun, et donc ça c'est une ligne qui va faciliter les déplacements. Ils sont heureux. Oui, on va. C'est 2 fois par semaine. Le mardi, je crois, le mardi et le vendredi. Donc ça va aussi ouvrir, non seulement ça va faciliter les déplacements, mais sur le plan économique, ça va être énorme aussi pour tous les investisseurs qui font les allers-retours en Afrique. Et ça aussi, c'est un signal fort pour ouvrir les portes de l'aérien en tout cas et de l'investissement vers l'Afrique. Exactement. Voilà. Bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle. Dans le registre bonne nouvelle. Exactement. Voilà. On est là pour donner des bonnes nouvelles pour la diaspora. Alors, aussi. On continue avec l'Italie. L'Italie, un grand événement a eu lieu aussi la semaine dernière en Italie, donc pour préserver la mémoire collective. Il y a eu l'ouverture et le lancement d'un centre, ou le centre de l'Émir Abdelkader, pour l'histoire, pour le centre de l'Émir Abdelkader de recherche et des études stratégiques et de dialogue méditerranéen. Très bien. C'est une première en Italie. C'est présidé, c'est un projet qui a été mené jusqu'au bout par Abdellatif Khait, je prononce, j'y arrive, je prononce bien, j'espère. En présence de l'ambassadeur, bien sûr, de notre ambassadeur à Rome. C'est lui le président de ce centre. Voilà, on est en train de voir les images. C'est notre ambassadeur, M. Mohamed Khalif, et le consul notre consul à Naples. J'ai oublié de dire la région, c'est à Catania, en Sicile. En Sicile. Donc, dans le sud de l'Italie, ce grand centre qui est quand même énorme va être un centre de recherche, comme le nom l'indique, qui sera présidé par Abdellatif Khait, comme je le disais, qui est lui président, qui est le recteur de la grande mosquée de Catania, mais pas que, il est aussi le président de l'association de la communauté musulmane en Sicile. Donc voilà, il y a eu cet événement en présence de personnalités politiques, culturelles, parties d'ici vers l'Italie et italiennes, et bien sûr nos représentations diplomatiques. Tout à fait. Après, donc on reviendra sur Al-Kaider City aux États-Unis, dans l'Iowa. Il y a donc au Mexique aussi une place qui porte le nom de l'émir Abdelkader. Tout un symbole l'universalité bien sûr, de cette grande figure de notre histoire, donc fondateur de la première nation algérienne, bien sûr, et encore une fois en Italie. Et c'est très symbolique à quelques jours de l'anniversaire du 1er novembre qu'on va commémorer dans quelques jours. Tout à fait. Donc ça, c'est énorme. Une autre chose, il n'y a jamais eu d'ouvrage en italien concernant l'émir Abdelkader, et c'est ce que disait Abdellatif Khait justement par rapport à cette décision d'ouvrir ce centre. Rapidement, on va à Montréal et on reste avec l'histoire, et c'est le salon livres et mémoires qui va être organisé par Regard Croisé. On va écouter tout de suite Ben Youssef, Monsieur Ben Youssef, Brahim Ben Youssef, le président de l'association. Mais on rappelle encore une fois, avant de le lancer, puisqu'on a encore un petit peu de temps justement, dire bravo à Al-Eid Darbdabou, qui a été finaliste, gagnant de l'émission Star of Science. Vous vous rappelez, on en avait parlé la semaine dernière, n'est-ce pas, Fella? Exactement. On aura la photo tout à l'heure. On le félicite, on lui dit bravo, et j'espère qu'on aura le plaisir de le recevoir sur notre plateau pour montrer encore une fois que les Algériens, partout où ils sont, ils réussissent et ils gagnent. En tout cas, c'est un étudiant qui a brillamment réussi ses études et qui est dans la recherche. Donc, on le recevra pour en parler en détail. Pour revenir à l'événement de Montréal, ça sera le 1er novembre de 13h à 20h. On regarde On regarde, M. Brahim Ben Youssef. L'exposition de livres, à la fois se rapportant à la Révolution et également des livres de jeunes talentueux écrivains de la diaspora. Et également, il y aurait des conférences, un volet particulier destiné aux enfants afin de les rapprocher de leur culture, de leur faire aimer la lecture et de leur faire aimer leur histoire, et de répondre à beaucoup de leurs questionnements identitaires. Le salon est organisé, entre autres, par l'association Regard Croisé, inscrite au Québec, et qui poursuit le but de promouvoir le livre en tant que vecteur de rapprochement. Vecteur de rapprochement, hein, n'est-ce pas? Exactement. On reste en Canada. Le vecteur de rapprochement.
de rapprochement. C'est aussi la chanson algérienne. Et il va y avoir le Festival du monde arabe et une participation mais remarquable de nos artistes, 7 artistes cette année. Mais on va commencer avec Lamia et Tamara pour la première fois à Montréal. On aura pour la première fois Lamia et Tamara. Ça sera le 1er novembre à 20h au Théâtre Le National à Montréal. L'artiste propose un voyage musical à travers sa voix et ça va être une rencontre de la chanson et l'histoire. Et ça va être un grand moment à ne pas rater. Je rappelle, ça va être le samedi 1er novembre à 20h au Théâtre Le National à Montréal. On dit merci surtout à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Merci aussi à tous ceux qui nous regardent et nous suivent régulièrement. Au revoir et bonne journée.